Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Bonjour Mike, merci d'avoir trouvé le temps pour cette interview. Comment ça va? Bonjour, bah très bien, c'est un plaisir, ça fait au moins 4 ou 5 fois déjà, peut-être même plus, je sais plus. Все хорошо, и он, конечно, рад тебя снова видеть уже в четвертый или в пятый раз, его не помню. Всегда рад. Я тоже очень рада видеть. Что ж, тогда перейдем сразу к вопросам. Très bien, alors on commence? Allez-y. Поехали. Французские политики и военные опять поднимают тему отправки французских военных на Украину. Зачем эта тема поднимается снова? И Франция готова воевать с Россией? Alors, les politiciens et les militaires français soulèvent à nouveau la question de l'envoi des troupes françaises en Ukraine. À votre avis, pourquoi ce sujet-il est à nouveau soulevé? Et la France est-elle prête à entrer en guerre avec la Russie? Et donc, Faïna, elle parle surtout de la déclaration de l'économie. Je vais vous dire une chose, la France en réalité n'est pas prête à faire la guerre, même pas à la Belgique, mais je pense sincèrement qu'on est actuellement en Occident dans une forme de fuite en avant, due aussi à l'endettement, au déficit, et on sait que il y a deux choses qui permettent de réduire, enfin d'en finir avec la dette et les déficits, qui sont incommensurables, qui vont rendre nos pays ruinés, peut-être même en faillite. C'est l'inflation et la guerre. Et je pense qu'ils sont prêts aux deux. Майк думает, что Франция, конечно же, не готова к войне, не так же, как и Бельгия. И сейчас Франция находится в состоянии большого дефицита. И чтобы избежать полного конца Франции, у нее есть два выхода. Либо война, либо инфляция. Ça. Moi, je veux dire, il y a quelques années, on se disait, non mais, ils feront pas ça pendant la crise sanitaire. Ah, ils feront pas ça, ils diront pas ça, ils feront pas certaines choses. Ils ont tout fait, hein, ils ont fait. Donc aujourd'hui, même si les généraux, parce que j'interviewe nombre de généraux, me disent oui, mais on n'a pas assez de soldats, pas de matériel, pas ceci, pas cela. Je pense que la guerre est une option envisageable. Еще несколько лет назад политики и военные говорили, да нет, мы не будем этого делать, в общем, не войдет Франция в войну, но сейчас Майк думает, что мы все ближе и ближе приближаемся к войне, потому что это один из выходов из полного банкрота Франции. Война. Евросоюз идет к своей гибели, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа. Насколько вы с этим согласны? L'Union européenne court à sa perte, ce qu'a déclaré Florian Philippot, chef de parti des Patriotes français. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec lui? Pour le coup, je suis 100% d'accord avec lui. L'Union européenne ne produit plus rien. Tiens, je vais faire une analogie, parce que j'ai connu la période communiste quand j'étais gosse, moi je suis polonais. C'est que l'Union européenne, c'est une forme d'URSS en plus faible. Et l'URSS, moi je suis né en 81, avec avait Solidarność, Walesa, machin, et c'est tombé comme ça. Voilà. Et en très peu de temps, très vite, de façon, comment dire, pas si violente que ça en réalité. Et je pense que c'est ce qui peut arriver avec l'Union européenne. Problème étant, c'est que l'Union européenne ont vu l'exemple de l'URSS. Et parce qu'il y a des dizaines de milliers de fonctionnaires qui gagnent énormément bien leur vie, qu'il y a tout un système derrière, je pense qu'ils vont chercher à ne pas se disloquer comme ça et vont chercher un coup d'éclat, une forme de fuite en avant pour continuer à tenir les manettes. Et c'est pour ça que je pense que la guerre, moi je vous dis très sincèrement, la guerre, je pense que c'est une option qui est vraiment envisageable. Et aujourd'hui, quand il y a guerre, c'est des guerres atomiques. Mais bon, j'imagine que les gens qui réfléchissent à la guerre se sont prémunis.
Ils sont prémunis peut-être avec des abris, ou peut-être ils vont se fuir, je sais pas, mais en tout cas ils se sont prémunis à ça. Et quand les gens me disent oui, non, la guerre n'est pas possible, je pense qu'au final elle l'est. Он на 100% согласен с Флорианом Филиппо, и так как он поляк и родился еще во время СССР, он родился в 1981 году, он знает, что такое перестройка также. Для него Европа – это тот же самый СССР, но намного слабее, потому что Европа на сегодняшний день не производит вообще ничего. И многие политики, которые готовятся и морально, и физически к этой возможной войне, они наверняка уже нашли себе какое-то место отхода, где они смогут пересидеть, потому что он боится, что сейчас все идет к тому, что Франция готовится к войне. Какое сейчас экономическое положение во Франции после Олимпиады? Quelle est la situation économique actuelle en France après les Jeux Olympiques? Bon, la situation économique après les Jeux Olympiques est catastrophique, elle l'était déjà avant. On a appris dernièrement que 100 milliards ont été dilapidés, on ne sait pas comment, en l'espace de 9 mois. Hein. Donc 100 milliards ont disparu, peut-être que certains se sont mis un peu dans les poches. Il faut savoir que la France ni ne produit plus rien, ni même n'a, je sais pas moi, des services publics qui valent quelque chose, ni même a le plein emploi. Quand j'étais môme, moi j'ai connu c'est quoi? Quand j'étais enfant, j'ai connu le zloty, monnaie polonaise, qui valait par exemple, je sais pas moi, on va dire 100 zloty, et en 2 mois, ces 100 zloty valaient 1 centime de zloty. Et je me rappelle, on avait des tickets de rationnement pour aller bouffer et tout, enfin, voilà. Et on avait l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est-à-dire une inflation incontrôlée, dans le sens où, quand vous aviez, je sais pas moi, de l'argent, je sais pas moi, vous avez économisé toute votre vie, et cet argent-là permettait d'acheter un appartement, on va dire, imaginons, hein. Eh ben, au final, en l'espace de 2 mois, cet argent ne vous permettait que d'acheter une baguette de pain. Et encore. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, la France va rentrer de plus en plus dans ça. La seule chose qui la protège, et c'est dingue à dire, malgré que l'Union européenne c'est une mauvaise chose, que l'euro c'est une mauvaise chose, c'est peut-être que, comme l'Allemagne est encore solide, on va dire, et qu'il y a une monnaie, on va dire, qui concerne une vingtaine de pays, donc bon, cette monnaie vaut encore quelque chose. Mais je pense que de plus en plus, on va rentrer en France dans une situation que des gens nés à mon époque, et même nés après la guerre, n'ont pas connu en France. Très sincèrement. Майк считает, что ситуация экономическая во Франции сейчас катастрофическая. Она была и до Олимпийских игр, но сейчас еще хуже. За 9 месяцев Франция потратила 100 миллиардов евро, и никто не знает, куда эти деньги делись. Может быть, расфасованы по карманам, может быть, куда-то еще. Франция, так же, как и Европа, сейчас она ничего не производит, чтобы экономически позволяло это выживать в стране. И, например, он передает свой пример в своем детстве, когда случилась перестройка, когда еще были деньги златы в Польше. На деньги, которые были накоплены поляками, можно было, например, купить дом, и в течение 2 месяца эти деньги обесценились настолько, что за эту же сумму можно было купить только булку хлеба. Вот. И он думает, что Францию ждет то же самое в ближайшее время, и что ситуация катастрофическая. Как вы прокомментируете позицию уставой Франции Николя Дюпон-Иньяна, то, что нужно решить вопросы на Украине дипломатическим путем? Que pensez-vous de la position de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, qui estime que les problèmes en Ukraine devraient être résolus par la voie diplomatique? Je suis d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Elles doivent être résolues, mais
si si l'Occident avait voulu que ce soit résolu, ils l'auraient fait. Et ils ne l'ont pas fait. C'est parce qu'ils ne le veulent pas. Ils veulent que cette guerre dure. Déjà, cette guerre permet d'avoir une forme d'échappatoire pour les politiques en disant oui, mais attendez, c'est pas notre faute, c'est à cause de ce qui se passe en Ukraine, l'énergie, etc. Parce que nous prenons évidemment les bonnes décisions. Et puis, je pense que, vous savez, c'est comme les politiques en Occident et en France, c'est comme les 4 grandes plaies, en fait. Ils veulent la guerre, la famine, le feu et la maladie. Voilà. Et je pense que soit la Russie gagnera d'une manière éclatante, voilà, et là, bon, on est obligé de... Ou sinon, l'Occident fera tout pour que ça continue, et peut-être même fera tout pour empirer encore les choses et que le conflit devienne mondial. Alors, les 4 grands plaies, c'est donc la famine, la guerre, les maladies et Euh, la guerre, la famine, et le feu. le feu. Конечно же, он на 100% еще раз согласен с Никола Дупуйньон, но считаю, что если бы Запад хотел решить вопрос дипломатически, он бы давно это сделал. И для Запада все, что происходит сейчас на Украине, это помогает им оправдываться в собственных проблемах во Франции и в Европе в целом. И, как он говорит, Майк, есть 4 большие решения, либо причин проблем. Это либо голод, либо война, либо болезни, либо огонь. Выхода из проблем. Вот он думает, что война – это выход, который нашли Запад и европейцы, чтобы выйти из своих проблем с экономикой и другими проблемами. Недавно я узнала, что Франция на одном из первых мест по степени цензуры. Конечно, как в Британии за посты в соцсетях не сажают в тюрьму, но все же. Почему одна из самых свободных европейских стран противостоит данному режиму? Alors, Faina a récemment appris que la France était l'un des premiers pays en termes de censure. Bien sûr, comme en Grande-Bretagne, ils ne vont pas être emprisonnés les messages sur les réseaux sociaux, les personnes qui le font sur les réseaux sociaux. Mais tout de même, pourquoi l'un des pays européens les plus libres est-il transformé en régime totalitaire? Je suis pas sûr que la France ait été l'un des pays les plus libres. La République française vient est l'émanation de la Révolution française et de la philosophie des Lumières, des Descartes, Rousseau, Voltaire, etc. Et en ce temps-là, il n'y a pas eu de liberté, il y a eu la terreur. C'est-à-dire qu'on coupait la tête aux tout venants, et même ceux qui ont appliqué la terreur ont fini par être décapités. En réalité, la France, ce n'est pas une liberté. Alors certes, il est écrit sur les frontons administratifs liberté, égalité, fraternité, mais c'est une liberté totalement factice. Hein. Il faut savoir qu'en France, peut-être vous êtes peut-être libre de vous teindre les cheveux en bleu et de dire voilà j'ai envie de changer de sexe. Okay, d'accord, ça c'est le capitalisme qui vous permet cette liberté, très bien, mais vous n'avez pas la liberté, par exemple, et depuis des années, hein, pas d'aujourd'hui, hein, depuis même 50 ans, mais pas la liberté de cotiser ailleurs qu'à la sécurité sociale ou je sais pas moi, ou un autre régime de retraite, si vous voulez. Il n'y a pas de liberté. Ça c'est quelque chose que la République française a réussi à vendre, mais qui n'est pas vrai. Les révolutionnaires disaient pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc déjà, c'était à peu près vicié déjà à l'époque. Et on a eu, n'oubliez pas, des lois qui datent de 30, 40, 50 ans, la loi Guesso, où si on émet des jugements sur certains faits historiques, pas que la loi Guesso, d'autres lois aussi, où dès qu'on émet un jugement sur un fait historique dont la doxa dit que c'est passé ainsi, eh ben vous êtes condamné, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Hein. Donc en réalité c'est faux.
On aime faire croire qu'on est universaliste, libre, égalitaire, fraternel. Mais tout ça, ce sont essentiellement des slogans marketing qui ne reflètent pas la réalité. Je suis pas un ami des Américains, mais pourtant, la liberté de parole en Amérique a été de tout temps beaucoup plus importante que ne l'est en France. Même la liberté religieuse est beaucoup plus importante en Amérique qu'elle ne l'est en France. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date au moins d'il y a un siècle. Donc non, il faut pas qu'en Russie, les gens pensent que la France a été un pays libre. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Он не совсем согласен с высказыванием, что Франция – это свободная страна. Франция никогда не была свободной страной, даже если мы вернемся в исторический средний век, например, при любом неправильном шаге либо обезглавливали, либо… То есть все вопросы решались через теракт, через бой. Конечно, сейчас лозунг Франции – это свобода, братство и так далее, 3 вот этих главных слова, но это просто написано на бумаге. В реальности все совершенно не так. Конечно, по телевизору и вообще можно создать имидж, что Франция свободная страна, потому что нам можно красить волосы в голубой цвет, можно менять пол и так далее, но это не значит, что Франция свободная страна. И также он добавил, что в Америке намного больше свободы, хотя он не сторонник Америки в целом, все-таки в Америке намного больше свободы и слова, и меньше цензуры, как это выглядит во Франции. То есть во Франции это все фейк. На самом деле Франция не свободная страна. Окей. Смотрим на тему Ближнего Востока. Израиль и Иран готовятся к войне. Тем временем Израиль продолжает уничтожать Газу, обстреливать Сирию и Ливан. Как вы думаете, почему Израиль так себя ведет? И будет ли война на Ближнем Востоке? Alors maintenant, revenons sur les questions de Moyen-Orient. Israël et l'Iran se préparent à la guerre. Et pendant ce temps, Israël continue à détruire le Gaza, bombarder la Syrie et le Liban. Pourquoi pensez-vous qu'Israël se comporte ainsi? Et y aura-t-il une grande guerre au Moyen-Orient? Alors, il peut peut-être y avoir une grande guerre au Moyen-Orient entre les Iraniens, les Israéliens, etc. Que ça débouche en conflit mondial, comme ça peut l'être pour l'Ukraine et Russie, j'y crois quand même un peu moins. Alors, pourquoi est-ce que Israël utilise un blanc-seing, si je puis dire, aujourd'hui avec Gaza, avec le Liban? Et d'ailleurs, je comprends pas. Et d'ailleurs, ça montre aussi ce que est devenu la France. Hein. Le Liban, c'est quand même une création française. Et le fait que Monsieur Macron n'aille pas tout de suite au Liban pour dire, voilà, il faut stopper vos bombardements au Liban, ça c'est quand même un mystère. Je ferme cette parenthèse. En fait, je pense que les pays occidentaux ont une culpabilité énorme vis-à-vis de l'Holocauste. Moi, je ne crois pas que Israël soit bien implanté politiquement en France, en Amérique, machin. Même s'il y a un lobby en Amérique, mais ça, je crois pas que ça joue. Il y a, en tout cas en France, il y a une vraie culpabilité de l'arabe du Veldiv, toutes ces choses de Pétain, Vichy. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que la 4ème République, juste après la guerre, a permis à Israël d'avoir l'arme nucléaire. Donc il y a cette forme de repentance. Ils se disent oui, mais bon, si on ne dit rien, si on ferme les yeux, si on soutient, eh ben peut-être que ça permettra d'expier nos péchés. Et c'est pareil pour les Américains. Il faut savoir que les Américains, lorsque les Juifs en 30, pardon, ont voulu quitter l'Allemagne et pour aller en Amérique, les Américains ont refusé. Ils ont refusé l'arrivée des Juifs en disant non, non, on veut pas de ces gens, ça nous intéresse pas. D'ailleurs, ça c'est très peu dit hein, pour le coup. Et d'ailleurs, il y a par exemple un grand résistant de Pologne, qui s'appelle M. Jarski, qui a appelé, qui est parti en Amérique, a dit voilà, l'Holocauste se passe à Auschwitz, à Treblinka, à Sobibor, etc., à Dachau.
Et les Américains, enfin en tout cas les Alliés, les Anglo-Saxons ont dit non mais on en a rien à foutre, vraiment. Hein. Et donc du coup ils n'ont pas bombardé les rails des trains et tout. Moi je pense que derrière ça, derrière ce que fait Israël et bon voilà ce blanc-seing qu'ils ont, je pense qu'il y a une culpabilité de la Seconde Guerre mondiale parmi les Occidentaux. C'est surtout ça en fait. Et une forme d'expier un péché en se disant bon si on le laisse faire, on a rajouté à ça aux Américains, c'est qu'ils ont une frange évangélique qui est très importante. De protestantisme, c'est quand même très différent du catholicisme romain ou d'orthodoxie. C'est que ils ont un côté messianique sur Jérusalem. Voilà, bon, pourquoi c'est comme ça. Et parce qu'ils pensent que les Juifs étant le peuple élu, mais qui se convertira à l'évangélisme aussi, eh bien, ils doivent posséder Jérusalem. Enfin, c'est très, euh, c'est très, comment dire, c'est une forme de spiritualité un peu bizarre chez les protestants, mais ça représente quand même 80 millions de personnes, 80 millions d'évangéliques. C'est plus protestantisme évangélique, et ça représente 80 millions. Et ça représente du coup beaucoup d'électeurs. Et là, il y a des élections en Amérique. On peut pas se mettre ces gens-là à dos. Так, отвечаем на вопрос. Возможно, война и будет. Большая она будет или небольшая, но наверняка она будет. Почему в Запад не вмешивается? Майк считает, что, во-первых, Запад винит себя за Вторую мировую войну. Поэтому он старается как бы не вмешиваться в этот конфликт в Средней Азии. Особенно его удивляет поведение Макрона, потому что Ливия была создана Францией. И Макрон, по идее, сейчас должен в первую очередь вмешаться и как-то остановить этот конфликт. Но он этого не делает. Почему? Для Майка это большая загадка. Также он говорил о религии, о протестантах в Америке, которые наивно думают, что если все-таки Израиль выиграет, и в скором времени мусульмане станут, переведут на сторону религии иудейской. Потому что Иерусалим для всех верующих, которые там находятся, особенно, это святое место, и кто-то, в общем, кто выиграет, кто-то и победит в праве на религию. Главный ответ Майка на твой вопрос, будет война или нет, думает, будет, но Запад не будет вмешиваться, потому что считает себя виноватым за все, что он сделал до сегодняшнего дня, именно во Вторую мировую войну. Окей. Maintenant, Франция. США вовсю идет беспощадная борьба между демократами и республиканцами. Влияет ли выборы на Францию? Alors, vous avez touché le sujet des élections aux États-Unis, donc parlons un peu des États-Unis. Maintenant, l'Amérique est en pleine préparation pour les élections entre les démocrates et les républicains. À votre avis, est-ce que les élections auront-elles un impact sur la France? Oui, elles auront un impact sur la France parce que la France faisant partie de l'Union européenne étant un jouet des Américains, la France faisant partie de l'OTAN, pareil pour l'OTAN, et de nombre d'organisations supranationales, forcément ça aura une incidence. La France n'est plus un pays libre, c'est une étoile du drapeau américain. C'est une étoile de plus sur le drapeau américain. Donc forcément, le président américain, quel qu'il soit, eh bien, aura une incidence. Après, alors certains me disent que M. Trump va gagner haut la main. Attention, attention. J'ai peur que Madame Kamala Harris, qui est vice-présidente, qui est quand même de l'équipe sortante, qui a derrière ça tous les leviers possibles imaginables, qui a aussi le système avec elle, j'ai peur qu'au final, ce soit elle la future présidente des États-Unis.
Да, конечно, выборы в Америке, естественно, повлияют на Францию, потому что Франция сейчас является игрушкой США. Для Майка Франция это как она составляет уже часть флага Америки, одну из звезд флага Америки. И Майк считает, что все-таки выиграет дама в этих выборах. И какие будут последствия, мы узнаем позже. Но последствия будут точно. С регулярными поставками оружия на Украину оружие потихоньку появляется на черном рынке в Европе. Если учесть, какое количество мигрантов приехало, как сейчас развиваются преступные группировки, будет ли Европа через промежуток времени самой радикальной частью мира? Question sur la livraison d'armes en Ukraine. Les livraisons d'armes en Ukraine sont incontrôlées. Des armes apparaissent peu à peu sur le marché noir en Europe. Et si on tient en compte que le nombre d'immigrés et du développement des bandes de criminels en Europe, l'Europe sera-t-elle un peu de temps la région du monde la plus radicalisée, à votre avis? Déjà, la France est un des pays les plus dangereux d'Europe, déjà, sachez-le, d'après les statistiques internationales. Oui, j'ai eu par exemple, j'ai reçu à la radio Thierry Marignac, un journaliste français, qui a fait un grand reportage, mais en immersion en Ukraine. Dans une immersion, comme un policier quand il est en immersion auprès des gangs. Eh ben, il a fait ça auprès d'Ukrainiens. Et il en est sorti un livre où il explique que chaque homme politique ukrainien est pris en main par des gangs. Il est le représentant d'un gang, en fait. Il explique comment l'argent est détourné, comment la drogue, la prostitution, toutes ces choses deviennent des politiques d'État. Je pense pas qu'il a fallu attendre les armes ukrainiennes pour que l'Europe soit, on va dire, un grand bazar, hein, si je puis dire. Ce sera le truc en plus. Le truc en plus. Mais oui, en effet, de toute façon, on l'est déjà, hein, sans même les armes ukrainiennes, ça je peux vous le dire. Mais que l'Europe fasse confiance à un régime qui est dirigé par des gangs qui font la prostitution, de la drogue. Par exemple, tiens, ce journaliste a livré de la drogue en immersion pour des gangs du pouvoir. Et il l'explique très très bien. Il a fait ça en tant que journaliste. Hein. C'est un monde que même dans les pires années de la fin du communisme, nous n'avons pas connu. En tout cas, en France, hein, je peux vous le dire. Alors, j'ai quitté WhatsApp. Voilà, c'est bon. Donc, на сегодняшний день Франция уже является одной из самых опасных стран Европы, если не самой опасной. Это международная статистика, которая была опубликована совсем недавно. Его знакомый Тьерри Маригняк сделал очень хороший репортаж про Украину, тоже недавно был выпущен, который он сделал не просто как журналист, а он именно вписался в группы мафиозные в Украине. И он точно знает, что каждый политик в Украине прикрывается какой-то бандитской группировкой. У каждого политика есть своя крыша. И даже этот журналист под прикрытием участвовал в передаче наркотиков этой бандитской группировки, которая прикрывает одного из политиков. То есть либо это оружие, которое бесконтрольно передается Украине сейчас, либо до этого, все равно Франция и Европа уже являются опасной страной, и оружие, оно уже до этого передавалось бесконтрольно. La question juste était, est-ce que l'Europe est-elle la région du monde la plus radicalisée
par rapport à la livraison d'armes incontrôlée. Сейчас я ему добавлю немножко. Bah oui, peut-être avec peut-être l'Amérique le plus. Mais de toute façon, la différence aussi avec l'Amérique, c'est que je ne sais pas si on a les armes nécessaires. Est-ce qu'on a autant d'armes que les Américains? Ça, je crois pas. Parce que l'industrie l'industrie militaire américaine, c'est quand même je crois que c'est 800 milliards ou 1000 milliards de dollars par an. On n'a pas d'industrie aussi importante en Europe. Après, oui, il faut se le dire, il y a une vraie radicalité anti-russe et pro-ukrainienne en Europe. Et je prends d'ailleurs l'exemple de Monsieur Jordan Bardella, qui a des accointances avec Monsieur Zelensky. Et Monsieur Jordan Bardella, il serait soi-disant hors du système. Et en plus, c'est quand même quelqu'un d'assez ingrat, puisque lorsque le Rassemblement national avait besoin d'argent, c'est quand même les banques russes qui lui ont prêté. Enfin, je sais pas. Donc, je trouve ça pas élégant de leur part. Ну, если отвечать на вопрос, станет ли за малое время Европа одним из центров в мире более радикальным, то да, конечно. И если говорить о Зеленском и Барделе, то у них тесные связи по поводу вот этого всего, что происходит. И да, Европа одним из центров радикальных на сегодняшний мир. И вместе с Америкой особенно. Вместе с Америкой. Да. Должны ли жители Франции и других европейских стран требовать отчета и участвовать в принятии решений по выделению денег и оружия странам, находящимся в военном конфликте? Требуется их налоги. Les citoyens de France et d'autres pays européens devraient-ils demander des comptes et participer au processus de prise de décision concernant la location d'argent et d'armes aux gérants, car c'est quand même l'argent de leur impôt qui est dépensé. Alors, je vais vous dire une chose là-dessus, je suis très pessimiste. C'est même, j'ai même une forme de, je vais pas dire de dépression, mais bon, on n'est pas très bien, on va dire. Regardez, actuellement là, on est sur le budget de l'État. On est en train de voter le budget de l'État. On entend qu'il y aura 45 milliards d'euros d'impôts en plus. On entend même qu'ils veulent faire des taxes sur les chiens et les chats. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de chiens et de chats, peut-être à venir vous paierez des taxes. On voit que l'Élysée voulait augmenter son budget, enfin c'est-à-dire M. Macron voulait augmenter son budget, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout le monde voulait augmenter des budgets. Il y a des décisions les plus injustes possibles sur le budget national, c'est-à-dire que vous paierez plus et vous aurez moins de services. Pourtant, les retraités aussi paieront plus, alors qu'ils diraient qu'ils donnent pas beaucoup d'argent. Pourtant, moi je n'entends pas en France des gens dire putain, quand même c'est injuste ce qui se passe sur ce budget, on va encore plus nous tondre que d'habitude, alors que nous sommes déjà ceux qui payons le plus d'impôts au monde. J'entends pas, hein. J'entends pas de gens sortir, j'entends pas de gens me dire ah non mais c'est dégueulasse ce qui se passe, rien. Alors, et sur des choses dont ils sont au courant. Faut savoir que ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on donne en Ukraine, les gens, la trois quarts du temps, ne sont pas au courant de la réalité. Donc déjà, sur quelque chose dont ils sont au courant, qu'ils vont leur prendre dans leur poche, ils ne disent rien. Alors je parle même pas de ceux qui sont pas au courant. Et voilà, donc ça, je pense que... Et puis il y a aussi une autre chose, hein. Le consumérisme capitaliste a tellement lavé le cerveau des gens que à part rester chez eux, à regarder Netflix et à consommer des hamburgers, aujourd'hui, je sais pas ce que vont faire les Français, hein, je vous dis très sincèrement. Конечно же, Майк считает, что
нужно считаться с мнением налогоплательщиков, прежде чем отправлять оружие куда-либо. Но он настолько пессимистичен по этому вопросу, что он уверен, он даже не знает, что сказать, потому что вот на сегодняшний день, говорит, проходят выборы по поводу выборов бюджета, государственный бюджет. Налоги будут повышаться, и в бюджет Франции нужно добавить еще 45 миллиардов евро. Будут вводить также налог на животных, на домашних животных, на кошек, на собак, потому что денег не хватает, а их надо откуда-то вытаскивать. Вот. Сейчас Франция является одной из самых страной, где больше всего платятся налогов. И многие французы, они даже не знают о том, что они платят и за что они платят. Они просто платят, настолько им замариновали мозги, они живут в своем доме, смотрят Netflix, покупают свои бургеры и не интересуются, а что же там происходит и за что они конкретно платят налоги. Поэтому многие даже и не интересно, куда уходят их налоги, и на оружие ли это или нет. Главное, чтобы им было комфортно. Если посмотреть на то, что происходит в Европе и в США с семейными ценностями, не кажется ли вам, что ЛГБТ не про отношения между людьми, а про влияние на внутреннюю политику государства? Почему так агрессивно продвигается эта повестка и к чему это может привести? Revenons à la question de LGBT. Si on regarde ce qui se passe en ce moment en Europe et aux États-Unis avec les valeurs familiales, ne pensez-vous pas que les LGBT ne concernent pas que les relations entre les personnes, mais c'est surtout un parti radical et agressif. À votre avis, pourquoi cela se fait-il et pourquoi c'est autant promu? Écoutez, moi, ce que je vais dire, je pense que en Russie et dans des pays à peu près normaux, les gens ne se rendent pas compte et parfois, quand on parle avec des étrangers, les gens me disent Mike, t'exagères un peu quand même, peut pas se passer ça. Moi, tu sais, je n'exagère pas. Il y a une vraie volonté de nos dirigeants d'inverser totalement les valeurs ancestrales. Ce qui a existé de tout temps, eh bien, il faut que ça soit inversé. Dans la religion catholique, on parle de l'antéchrist, c'est-à-dire le contraire du Christ, anté. Ben, je pense que on est à cette période. D'ailleurs, les écrits en parlent, et je pense qu'on est vraiment rentré, en tout cas en Occident, dans cette période où on a. Est-ce que c'est la fin de l'Empire romain ou peut-être, j'irais même plus près que ça, ou peut-être la fin de la Seconde Guerre mondiale en avril de 45, où dans le bunker d'Hitler, il se passait des choses inimaginables parce que il savait que le régime allait tomber et qu'il allait mourir, donc il faisait des trucs qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Alors c'était rock'n'roll, quoi, drogue, sexe, alcool, tout ce que vous voulez. Est-ce que on vit cette période-là, c'est-à-dire que l'Occident se dit nous allons mourir et donc du coup nous allons imposer toutes les choses folles possibles, imaginables, les plus folles qui existent, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que LGBT, c'est pas juste des types ou des femmes qui ont des cheveux bleus et qui revendiquent des choses. C'est un courant avec le courant wokisme, et tout ça c'est lié. Je pense même que c'est lié au capitalisme. Il y a une déviance du capitalisme. Tout ça, toutes ces visions-là sont en fait partagées par ceux qui nous dirigent, par ceux qui ont le pouvoir politique, financier, économique, le pouvoir social, le pouvoir syndical, enfin tous ces corps intermédiaires. Toutes ces choses sont partagées et acquiescées par tous ces gens.
Et vous ne trouverez pas au sein des grands médias, des grands artistes, des grands financiers, des gens qui vous diront non, mais ça c'est des conneries. Hein. Ça, nous on le rejette. Non. Vous verrez les enfants de tel ou tel milliardaire, de tel ou tel politique, le politique lui-même rentrer dans ces visions-là. Ben, prenez Monsieur Macron. Monsieur Macron est marié à une femme qui a 25 ans de plus que lui. Enfin, je sais pas. Bon, je vais dans n'importe quel pays au monde hors Occident, les gens me disent le président est bizarre. Au mieux. En France, les gens disent oh, formidable, quel progrès. Ça, c'est le modernisme. Donc voilà, je pense qu'en effet, notre pays qui est totalement déculturé, déspiritualisé, tout ce que vous voulez, est totalement en perte de repères, eh bien, s'est retrouvé dans une forme d'inversion de valeur. Et à votre avis, pourquoi cela se passe-t-il? Ben parce que je pense que les écrits bibliques ont fini par avoir raison, que on est dans la période, dans la période du diable. Майк, значит, много высказался по этому поводу, потому что видно, что этот вопрос его сильно затрагивает. Он считает, что, во-первых, многие, которые сейчас живут в этот период, когда ЛГБТ очень продвигают, многие не отдают себе в этом отчета, обычные жители. Это, естественно, продвигается властями. Почему это продвигается? Он считает, что мы сейчас живем в период конца одной эпохи, и мы как раз зашли, как написано в Библии, в период, когда дьявол пытается пробить себе дорогу к власти. Вот так он объясняет этот вопрос. К чему это приведет, и это время покажет. Все больше и больше церковь в Европе теряет свою значимость. Почему так происходит? Бог уже не нужен? De plus en plus, l'Église en Europe perd de son importance. À votre avis, pourquoi cela se passe-t-il? Bah, déjà, pour la France, c'est facile à expliquer, c'est à cause de la loi de laïcité et de la République. La République s'est forgée par la Révolution et par son anticléricalisme. Il faut savoir qu'à la Révolution, les tenants de la Révolution ont tué des dizaines des milliers de prêtres. Ils ont aussi spolié l'Église. Ensuite, la Révolution est tombée. Après, il y a eu le Concordat, certes, mais la République est restée et les idées anticléricales sont restées. Il faut savoir que la loi de la laïcité de 1905 s'est faite en envoyant les canons dans les églises, des militaires et des canons dans les églises. Donc, le régime français en lui-même est anti-catholique, anti-religion en elle-même. Et je pense que d'ailleurs, on le voit, il s'attaque aux autres religions, à l'islam aussi d'ailleurs, de la même des manières. Mais bon, comme les musulmans sont quand même plus, de 2024, on va dire qu'ils sont quand même plus hargneux que les catholiques, donc ils prennent des pincettes, mais ils s'y attaquent quand même. Hein. Et donc du coup, lorsque pendant 2 siècles et demi, vous expliquez qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas que l'Église c'est le mal et que en fin de compte il faut seul compte la philosophie des Lumières, Descartes, ces choses-là. Donc forcément, après 2 siècles et demi, les gens sortent de la spiritualité et deviennent athées. Tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait une anecdote du candidat qui était face à Barack Obama, un Américain, John Kerry. Voilà, John Kerry, qui était mormon
et qui était venu en France dans les années 60 pour convertir les gens à sa religion. Il a dit que c'était le pays le plus dur qu'il ait eu parce que les gens étaient totalement hermétiques au fait de parler du fait religieux. Je parle de la France, hein, parce que la France, c'est voilà, le pays que je connais. Et oui, donc c'est forcément une attaque d'un régime politique contre une spiritualité. Comme à l'époque, l'Union soviétique s'est attaquée à la religion orthodoxe et faisait sauter des églises. Майк считает, что всему виной светский закон, который был выпущен в 1905 году, в одной из революций, когда в тот период новое правительство, оно входило в церковь с пушками, говоря о том, что Бог на самом деле не существует, и все в этом духе. И если учитывать, что это началось уже почти 2,5 века назад, deux demi-siècles, ça dure déjà, ça veut dire que ça a commencé à... Deux siècles et demi depuis 1989, et la loi de la laïcité, elle a 120 ans. 2,5 века, да, почти это длится, то есть началось в 1889 году, и в 1905 году появился закон, светский закон, который разрешает всем религиям сосуществовать вместе. И что в общественных местах, например, нельзя появляться либо в хиджабе, либо показывать свой крест, то есть мы все нейтральные. Это примерно то же самое, что происходило в советское время, когда запретили православную церковь. Поэтому постепенно это нормальный результат политики тогдашней, что сейчас церковь теряет свою силу. Окей. Лишний вопрос. Скажем так, отойдем от серьезных тем. У вас есть время на отдых? Что читаете, смотрите? Как вообще проходит ваш день? C'est la toute dernière question. Pour finir, juste raconter un peu plus de choses sur vous. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Comment se passe votre journée normale? Bah, écoutez, en ce moment, les journées sont très, très, très chargées parce que j'ai des émissions tous les jours. Avant l'interview d'aujourd'hui, j'étais à la radio, puis après j'avais encore une autre émission, j'avais déjà 2 émissions avant. Moi, je suis obligé de multiplier les canaux, les émissions, les programmes, parce que ce pays va beaucoup, beaucoup trop mal pour que moi j'ai des informations, parce que je suis journaliste, donc j'ai énormément d'informations, et ce pays va beaucoup trop mal pour que je cache les informations et que je ne fasse pas un maximum d'émissions pour expliquer la réalité. Donc du coup voilà, donc ma vie aujourd'hui c'est aller au studio à Boulogne-Billancourt ou dans le 16e arrondissement à la radio et faire des interviews, inviter des gens et parler de la situation actuelle, que ce soit pas que géopolitique, mais que ce soit aussi spirituel, économique, intérieur. Voilà, je pense qu'on a besoin, on n'est pas que journaliste, dorénavant, on est aussi on est des sortes de, on dit lanceurs d'alerte aussi. Bon voilà, on est aussi des lanceurs d'alerte parce que je remarque une chose, c'est que les gens sont sous-informés en réalité. Ils sont sous-informés. On préfère que les gens deviennent bêtes, ne sachent pas écrire, se convertissent à des visions idéologiques, d'être est-ce que je suis un homme, une femme, est-ce que je dois me marier avec je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, toutes des choses qui sont très annexes et qui perturbent le cerveau parce que les régimes occidentaux ont compris que moins les gens ont de vocabulaire, moins les gens réfléchissent, moins les gens sont perturbés et les gens sont perturbés et moins les gens ont envie de se rebeller face à un État totalitaire. Voilà. Et donc
aujourd'hui, ma vie, c'est vraiment me consacrer à l'information. Если синтезировать такой большой ответ Майка о том, как проходит его день, его роль на сегодняшний день – это информировать людей по максимуму, потому что страна, Франция сейчас живет очень плохо. Мы живем в эпоху, когда информации подается недостаточно, несмотря на то, что информация повсюду. Но информация, настоящая информация, она скрыта. То есть кажется, как проходит его обычный день. Интервью, например, перед этим интервью с тобой, Фаина, он был на радио, после он идет на другое интервью, он каждый день встречается с людьми, он рассказывает. Его роль сейчас не просто журналист Майк Горовский, а человек, который должен хоть что-то сделать, чтобы спасти этот мир. Спасибо большое за интересную беседу. Была рада пообщаться. Спасибо огромное за перевод, Анна. Merci beaucoup pour cette interview très riche. C'était très intéressant, comme d'habitude. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine fois. Et j'espère qu'on se verra physiquement quand tout sera fini. On espère aussi. On надеется, что когда-нибудь встретиться с тобой лично, когда все это закончится. Будем это ждать. Elle espère aussi. Merci. Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée.